Rappel des leçons précédentes. À son retour d'Égypte, Napoléon Bonaparte renverse le Directoire et le remplace par le consulat. Lui-même occupe la place de premier consul. Son gouvernement autoritaire ramène la paix et la prospérité en France. Il est nommé consul à vie en 1802. Que va-t-il se passer ensuite ? Pour le savoir, observons le tableau suivant. Sacre de l'empereur le 2 décembre 1804. Cette scène ressemble à des scènes de sacre des rois de France. On y trouve les mêmes indices. Par exemple, les couronnes. Les vêtements de tous les personnages, très riches avec des étoffes précieuses. La présence du pape. Ce qui est nouveau par contre, c'est que Napoléon s'est couronné lui-même et qu'il s'apprête à couronner sa femme. Ce portrait officiel a été reproduit au fil des ans à de multiples exemplaires par le peintre, tellement il a satisfait son commanditaire, c'est-à-dire Napoléon. On trouve donc ce portrait dans toutes les résidences impériales, les ambassades françaises à l'étranger, les palais des gouvernements étrangers. Cela fait penser un peu aux photos officielles du président de la République, qui se trouvent dans tous les édifices publics. Toute la symbolique y est, mais un peu décalée, avec un mélange d'éléments hérités des rois de France et d'autres éléments puisés dans le fond de l'Empire romain, carolingien, c'est-à-dire de Charlemagne, ou germanique. D'autres éléments sont des innovations propres à Napoléon. Par exemple, regardez le manteau semé d'abeilles. Les abeilles, c'est le symbole choisi par Napoléon à la place de la fleur de lys. Cela évoque l'activité inlassable et le souci du bien de la collectivité. Regardez également la couronne de laurier, comme celle des Romains. Cela évoque ses victoires. Sur un coussin repose la main de justice, attribut traditionnel des rois de France, à côté d'un globe surmonté d'une croix. Ça, c'est la reprise d'une très ancienne symbolique impériale. Ces deux objets ne sont pas placés au premier plan, sans doute pour ménager les sensibilités républicaines. N'oublions pas que la Révolution française n'était que quelques années auparavant. En main, Napoléon porte le sceptre, qui est surmonté d'un aigle, encore un symbole impérial. Et autour du cou, là où les rois de France portaient le collier de l'ordre du Saint-Esprit, Napoléon arbore celui de la Légion d'honneur qu'il vient de créer. À noter que Napoléon ne posait jamais et que les artistes qui avaient à faire ses portraits devaient se débrouiller à partir d'esquisses prises au vol ou en prenant modèle sur des portraits anciens. Nous voyons ici une autre interprétation de Napoléon en costume de sacre sur son trône par le peintre Ingres. On voit bien que Napoléon rétablit ainsi une forme de monarchie à son profit, même si c'est le suffrage universel qui l'a fait accepter par les Français en tant qu'empereur. Alors pourquoi un empire et pourquoi pas une royauté comme avant ? Plusieurs réponses peuvent être données à ça. Le mot roi, peu de temps après l'exécution de Louis XVI, aurait écorché bien des oreilles. Et puis, un empereur, c'est mieux qu'un roi, c'est plus grandiose, et cela convient parfaitement à une France qui domine désormais une bonne partie de l'Europe, apporte la liberté au monde, selon eux, et contrebalance la puissance de l'Empire d'Autriche et de l'Angleterre. Donc l'organisation de la Nouvelle-France, qui combine autorité monarchique et même presque dictatoriale, l'approbation du peuple par le vote, donc les plébiscites, et l'égalité en droit des citoyens, tout cela rappelle un peu l'Empire romain et se distingue nettement de la monarchie absolue de droit divin d'Ancien Régime. Afin d'illustrer l'autoritarisme de Napoléon et le culte de l'empereur qui se développe autour de lui, je vais vous indiquer qu'il n'y a qu'un seul journal par département, et d'ailleurs sévèrement contrôlé. De plus, les prêtres doivent enseigner les devoirs envers Dieu, bien sûr, mais aussi envers l'empereur. Enfin, la Légion d'honneur
créé par Napoléon pour récompenser les meilleurs serviteurs de l'État, est bien plus qu'une simple décoration. C'est un véritable ordre de chevalerie, une nouvelle aristocratie du mérite et du talent. Ce n'est pas pour rien que le premier grade est celui de chevalier. Enfin, dans le même ordre d'idées, Napoléon rétablit une noblesse héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet de père en fils, en soulignant cependant que les titres de la noblesse d'empire sont purement honorifiques. Ils ne s'assortissent d'aucune attribution de territoire, c'est-à-dire que le duc de Bénévent ou la duchesse de Danzig ne possèdent pas de duché pour autant. Et beaucoup de titres sont simplement accolés au nom de famille, comme celui du peintre du document 1, le baron Gérard. Et donc, tous ces titres n'impliquent aucun privilège. Le roi de Rome est le fils de Napoléon. Pourquoi l'a-t-il proclamé roi de Rome ? En faisant cela, Napoléon rappelle au pape, avec lequel il est en conflit depuis plusieurs années, que Rome est à lui. Depuis 1808, Rome est le chef-lieu d'un département français, et oui. Il indique aussi clairement que son fils sera lui aussi empereur, car roi des Romains, est un titre traditionnellement porté par l'héritier du trône impérial dans le Saint-Empire romain germanique. Napoléon n'hésitait pas à placer sa famille ou ses proches à la tête des États conquis ou des États alliés. Par exemple, il mettait ses frères en Espagne ou en Westphalie, principauté allemande, son beau-frère à Naples, l'un de ses généraux en Suède, etc. Ce comportement ne sera pas beaucoup apprécié des autres rois et souverains européens, qui le considèrent comme un parvenu, un usurpateur, quelqu'un qui n'est pas à sa place. Mais à part les Anglais, personne n'ose le critiquer ouvertement. Là, on voit donc Napoléon qui veut prendre le bébé, la mère en arrière-plan dans son lit. Notez que l'accouchement a lieu à domicile et non dans un hôpital comme aujourd'hui. Voilà. Et il y a le représentant de l'administration qui note l'heure de la naissance de l'enfant sur un registre. Pour l'empereur, c'est un grand soulagement que d'avoir un fils. Il faut dire qu'en 1811, l'Empire est à son apogée, c'est-à-dire là où il est le plus grand, le plus puissant. Depuis 1803, après un an seulement de paix générale, la France a affronté plusieurs coalitions européennes successives animées par l'Angleterre. Les succès militaires de Napoléon lui ont permis à chaque fois de démanteler complètement les coalitions et d'obtenir des paix très avantageuses pour la France. C'est pourquoi en 1811, une grande partie de l'Europe est sous la tutelle ou dans l'alliance française, de gré ou de force. Une France qui maintenant totalise à ce moment d'extension maximum 130 départements. Nous allons observer la carte de cet empire. Comparons les cartes. On peut voir qu'en 1811, l'Empire français englobe une partie de l'Italie, une partie des Balkans, une partie de l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et qu'il est en plus entouré par des États alliés dont certains lui doivent leur existence, c'est-à-dire la Pologne et les États italiens. Seuls l'Angleterre et le Portugal restent des ennemis de la France. Cependant, cette situation d'apogée est transitoire, c'est-à-dire provisoire. Dès 1812, l'alliance artificielle avec la Russie va être rompue.